Bonsoir et bienvenue à tous. On va pouvoir commencer cette conférence sur les droits LGBT. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui si nombreux. Je suis Lola Monfroy, la responsable du pôle projet événement de l'association du Master Affaires européennes de Sorbonne Université qui organise cette conférence. Et je vais d'abord brièvement vous présenter l'association. Elle est composée d'étudiants du Master Affaires européennes de Sorbonne Université et elle a pour but de promouvoir l'Union européenne en organisant des conférences, des visites ou des ateliers. Et elle édite aussi une revue semestrielle, Courrier d'Europe, qui est consacrée aux thématiques européennes. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux du Master, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube, où vous retrouverez toutes nos actualités et nos conférences, et aussi à vos abonnés à la newsletter mensuelle. Donc à travers nos activités, nous cherchons à donner plus de visibilité aux enjeux de la politique européenne et à stimuler les échanges entre les différents acteurs européens et les citoyens. Et nous avons aussi pour vocation de promouvoir notre formation, d'aider à la professionnalisation des étudiants afin de faciliter leur accès à l'emploi et également de créer un réseau de professionnels et de partenaires. Donc, au nom de tous les étudiants de l'association du Master Affaires européennes, je remercie nos intervenantes d'avoir accepté notre invitation. Madame Ruiz, qui est analyste et rapporteure politique à la représentation de la Commission européenne en France et qui va nous présenter la nouvelle stratégie européenne LGBT qui est sortie en novembre dernier. Madame Paradis, qui est directrice de l'ILGA Europe, une association de défense des droits LGBT qui regroupe 600 organisations dans 54 pays d'Europe et d'Asie centrale. Et notre modératrice, Madame Laguens, qui est avocate au barreau de Paris et qui intervient régulièrement dans des dossiers aux problématiques LGBT et aussi aux côtés de Stop Homophobie. Nous vous proposons ce soir une conférence autour des droits LGBT. En effet, après les récentes déclarations hostiles aux personnes LGBT en Pologne et en Hongrie notamment, qui ont révélé les faiblesses tant au niveau national que européen liées à la protection et au respect des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, mais aussi des droits humains en général. Cette conférence reviendra sur la situation actuelle des droits LGBT en Europe et sur les solutions mises en place par l'Union européenne pour lutter contre les discriminations à l'égard de cette communauté. Notre conférence commencera par 45 minutes, 1 heure de débat entre les intervenantes. Et ensuite, 45 minutes seront consacrées à vos questions. N'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Et les intervenantes y répondront dans la deuxième partie de la conférence. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Laguens pour commencer le débat. Bonne conférence à tous. Merci. Merci à vous. Effectivement, je vais un peu jouer le rôle ce soir de passe-plat pour interpeller un peu nos participantes, puisque Lola vous l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement ce texte un peu inédit, parce que c'est la première fois que dans un texte, la communauté européenne s'interroge et consacre tout ce qui peut tourner autour de la lutte contre les discriminations notamment, et interroge beaucoup de points relatifs aux droits des LGBTQI. Et forcément, ça interpelle puisque selon où on se place dans l'Union européenne, on peut avoir des politiques qui vont être très différentes, que ce soit d'un point de vue de la natalité, de la reconnaissance de la filiation, de la point de vue de la lutte contre les discriminations, du point de vue des intersexes, du point de vue des thérapies de conversion, enfin plein de problématiques extrêmement différentes qui vont être traitées de façon tout aussi différente, que ce soit administrativement ou encore judiciairement, selon les pays de l'Union européenne dans lesquels on se trouve. Alors, est-ce que ce texte-là relève d'un idéal qui ne prendrait pas en compte des situations existantes? Est-ce que ça relève au contraire de mesures d'encouragement qui nous permettraient d'avancer et qui permettraient peut-être de déterminer une politique européenne, en tout cas une ligne européenne? C'est ça qui va un petit peu nous concerner ce soir. Et est-ce qu'il est illusoire de se dire que dans certains pays, on pourrait mettre en place une politique anti-discriminatoire quand on a des pays qui consacrent des zones des zones sans LGBT qui ont été qualifiées par Ursula von der Leyen de zones sans humanité? Est-ce que tout ça, c'est de l'illusion finalement? Est-ce que c'est de la bonne pratique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on se vend, ou est-ce que tout ça peut se mettre en pratique par des politiques, par des directives? C'est ça qui va nous intéresser ce soir. Alors, on va reprendre, pas tout évidemment, parce que ça serait difficile d'être exhaustif, mais en tout cas, certains points qui nous interrogent en ce moment, que ce soit les points relatifs à la filiation, la reconnaissance de la filiation, que ce soit la lutte contre les discriminations, parce que, encore une fois, ça va être très différent selon les pays dans lesquels vous vivez, que ce soit les stratégies mises en place d'un point de vue normatif, que ce soit encore
la coopération entre les pays ou, pour terminer, l'image que l'Europe peut donner aussi à l'international, puisque le traité de l'Union européenne a aussi vocation, et ça ressort dans le texte qui a été mis en avant par Madame von der Leyen il y a quelques semaines maintenant, de aussi, par l'Europe, donner l'exemple sur cette lutte contre les discriminations. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à toutes les deux, c'est est-ce que vous pourriez nous faire un peu une sorte de typologie des pays en Europe et de leur façon de mener la politique LGBT? Est-ce qu'on peut un peu distinguer 2 ou 3 types de pays, peut-être ceux qui seraient plus progressistes, les plus conservateurs, je ne sais pas. Je peux commencer Bien peut-être. sûr, bien sûr. Commencez peut-être, oui, allez-y. Oui, alors je vais me lancer d'un point de vue du mouvement des associations LGBTI en Europe. Donc, c'est vraiment notre point de vue qui est élaboré dans notre travail quotidien. On est en communication constante avec les associations qui travaillent sur le terrain. Et pour répondre assez simplement à la question, je dirais que le paysage, il est extrêmement contrasté et très complexe. Donc, je suis toujours un peu réticente à catégoriser les pays, à donner des groupes de pays qui sont les bons élèves et les groupes qui sont les moins bons élèves, parce que ce serait donner une vision assez imparfaite de la réalité du terrain. D'une part, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a eu des avancées très significatives au cours des dernières 2 décennies en matière de législation dans plusieurs pays d'Europe, de l'Union européenne et un peu au-delà. Et il y a plusieurs États qui continuent d'aller de l'avant, notamment dans les secteurs où il y a encore beaucoup à faire dans la protection juridique et la reconnaissance juridique des droits, notamment pour les personnes trans et les personnes intersexes. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, on peut distinguer une bonne moitié des pays de l'Union européenne qui ont une législation de plus en plus complète, sérieuse, bien qu'il y ait encore des lacunes et encore du travail à faire à ce niveau-là. Mais même dans les pays où la législation et les protections juridiques sont présentes, les problèmes sont nombreux. Les problèmes de mise en œuvre, les problèmes de travail en termes de traduire ce qui sont des normes et des principes juridiques et de les traduire dans vraiment des changements concrets pour la vie quotidienne des gens. Même dans un pays comme la France, qui pour l'instant a un assez bon chantier, enfin le cadre juridique est plutôt bon. On reconnaît que les discriminations dans le quotidien des gens, et il y a encore énormément de travail à faire. Et il y a toute cette problématique également qui ressort depuis plusieurs années, c'est-à-dire que les avancées juridiques ont bénéficié à certaines personnes LGBTI, mais qu'il y a plusieurs gens qui n'en bénéficient pas. Il y a des grosses distinctions entre le L, le G, le B, le I, le T. Mais l'expérience concrète, l'expérience au quotidien de quelqu'un qui fait, par exemple, qui a un handicap, une personne LGBTI qui a un handicap, dépendant des catégories d'âge, dépendant des expériences, le background social et économique, les inégalités dues aux inégalités raciales, etc. Donc, il y a énormément à faire. Et en plus, je vais rajouter le contexte actuel le climat social. Dans le climat social tendu du moment, le climat social dans lequel il y a un discours, le discours qui est de plus en plus polarisé, et ce n'est pas que la Pologne. Certes, la Pologne et la Hongrie sont des cas extrêmes, mais ce discours qui est de plus en plus polarisé, qui est de plus en plus les discours haineux qui sont assez répandus sur les médias sociaux, notamment. Tout ça, c'est des problématiques qui font que c'est difficile de dire il y a les bons et les moins bons élèves. Très certainement, il y a des pays où, pour l'instant, on observe un recul. On a nommé la Pologne, la Hongrie.
Mais dans notre viseur, à nous, il y a également des pays comme la Roumanie, la Bulgarie. Juste cet après-midi, avec mes collègues, on était en train de travailler avec des groupes en Lettonie parce qu'il y a une proposition d'amendement à la Constitution pour définir la famille de manière très, très restrictive. Donc, il y a énormément de mouvements qui cherchent à aller à reculons dans trop de pays. Si je peux dire quelques mots sur les États membres, en effet, je vais partir du constat peut-être parce que notre agence sur les droits fondamentaux qui est basée à Vienne a publié un rapport en mai 2020 avec des chiffres intéressants et une étude très détaillée avec des données extrêmement détaillées et intéressantes notamment pour notre conférence de ce soir. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées sont aujourd'hui plus nombreuses à évoquer ouvertement leur identité, mais la peur, la violence et la discrimination restent élevées. On voit des chiffres, et ça, pas par État membre, mais en tout cas sur les 27, en 2019, on a 76% des citoyens de l'UE qui pensaient que les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles devaient avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles, contre 71% en 2015. Donc on a progressé de ce point de vue-là. Mais toutefois, on voit que 43% des personnes LGBT avaient le sentiment de faire l'objet d'une discrimination en 2019, alors qu'elle n'était que de 37% en 2012. Vous avez toutes les données dans le rapport de l'Agence pour les droits fondamentaux, et on a fait également un eurobaromètre où vous avez tout le détail par État membre. Ce serait trop long d'entrer pour chaque État membre, mais vous avez donc, c'est l'Eurobaromètre de mai 2019, l'Eurobaromètre spécial 493 sur la discrimination dans l'Union européenne, où vous avez un détail par État membre de la situation. Mais donc, ce qu'on voit avec les deux enquêtes qui ont été menées par l'agence, c'est que de toute façon, la comparaison entre la dernière enquête qui datait de 2012 et celle-ci de mai 2020, ça révèle quoi? Ça révèle que la situation, dans l'ensemble, elle a assez peu progressé en 7 ans. Même si vous prenez la carte des 27, vous voyez que sur le mariage pour tous, il y a 13 États membres de l'UE qui l'ont adopté. Dans les partenariats enregistrés entre personnes de même sexe, on a 8 États membres de l'UE qui ont le partenariat, et aucune reconnaissance juridique pour les couples homosexuels, c'est dans 6 États membres. Je peux vous les citer: Lituanie, Lettonie, Pologne, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie. Voilà, ces 6 États-là n'ont aucune reconnaissance juridique pour les couples homosexuels. Donc le constat, il est... et puis bon, dans les autres États membres, ma collègue l'a dit, il y a encore plein de progrès à faire, même en France, sur la lutte contre les discriminations. Et vous le voyez très bien dans l'Eurobaromètre. Et c'est ce qui nous a motivés avec l'adoption de cette nouvelle stratégie, c'est d'harmoniser le plus possible là où sont nos compétences. Il faut peut-être rappeler que c'est uniquement depuis 1999 que l'UE a le pouvoir d'agir en cas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. En 2015, on avait adopté des grands principes et cette stratégie qui a été adoptée le 12 novembre, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans le respect de nos compétences, bien entendu, parce qu'il faut rappeler que dans nombre de domaines d'action qui sont liés à la stratégie, c'est avant tout des compétences nationales au sein des 27. Mais on a beaucoup de choses à faire, à la fois pour, dans l'entièreté des États membres, si je puis dire, échanger les bonnes pratiques, encourager les bonnes pratiques, et puis, donc c'est une partie soft law, je dirais, et puis il y a toute la partie législative, où là, nous avons des compétences en matière de différentes directives sur l'égalité de traitement, sur le droit des victimes, sur l'égalité hommes-femmes, sur la libre circulation des citoyens de l'UE. Et là, ça nous donne évidemment une compétence législative où on peut
in fine, aller devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est une situation assez contrastée selon les États membres, même si on voit quand même que globalement ça progresse. L'exemple de la Pologne et c'est vrai, est un exemple tout à fait dramatique de ce qui s'est passé récemment. Mais les sondages nous montrent qu'on progresse quand même et je crois que la stratégie, on refera le bilan en 2024, mais je crois que c'est un pas en avant assez substantiel en matière d'état de droit et de respect des droits des LGBT. Et est-ce que si on pouvait donner, peut-être pas un exemple, mais comme vous l'avez dit tout de suite, il y a la bonne pratique et puis il y a la vraie pratique, à savoir, effectivement, la France, par exemple, est plutôt un bon exemple en termes de législation. Pour autant, d'un point de vue du vécu, il y a encore la discrimination, il y a encore beaucoup d'agressions, il y a encore la question de l'accueil de l'asile pour le statut de LGBTQI. Est-ce qu'aujourd'hui, sachant qu'encore une fois, il faut un peu faire la distinction aussi, on a tendance à un peu tout mettre ensemble, mais il y a LGB, transsexuel c'est encore autre chose, intersexe c'est encore autre chose, on ne parle pas forcément toujours de la même chose. Est-ce qu'il y aurait un pays un peu exemple, est-ce que c'est la Belgique dont on parle souvent, la Suède, qui serait un peu en avancée par rapport aux autres pays? Je vais pas, en tant que fonctionnaire de la commission, je ne vais pas mettre un État membre en avant, mais dans les 13 qui ont adopté le mariage pour tous, pour ne pas les citer, hein, je veux dire le Portugal, l'Espagne, la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, la Finlande, c'est vrai que c'est plutôt des bons élèves en la matière. Mais encore une fois, il faut nuancer ces propos, comme le disait ma collègue tout à l'heure, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Cela dit, c'est vrai qu'ils ont une législation et qui est plutôt solide en la matière. Donc voilà, c'est vrai que les 27 n'ont pas la même histoire et ils ne sont pas encore tous au même niveau. Et c'est pour ça que je crois que la stratégie va être importante dans sa mise en œuvre. Et puis le peer review aussi, hein, mine de rien. Et puis le rôle extrêmement vraiment déterminant de la société civile dans tous les États membres, mais en particulier, c'est vrai, dans des pays comme la Pologne, la Roumanie, où vous avez vu les récentes manifestations sur d'autres thématiques, mais le rôle de la société civile est extrêmement important. Donc, je suis assez optimiste. Je pense que quand on refera le bilan en 2024-2025 et qu'on fera la prochaine étude, j'espère qu'on aura vraiment progressé et que le résultat ne sera pas 2012-2020 avec très peu de progrès. Et pour ça, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur la société civile. Alors justement, quelles sanctions, dans le sens où on a ce texte qui en plus a ce mérite de faire état de beaucoup de situations et de ne pas juste en tenir à la reconnaissance du mariage ou de la filiation, mais de relever beaucoup de situations. Au-delà des bonnes pratiques, au-delà de la bonne volonté, au-delà de l'exemple qu'on peut donner pour le monde, disons-le. Oui, disons-le. Disons-le. Emportons-nous, nous sommes l'Europe, c'est formidable. Mais au-delà de toutes ces bonnes intentions, quelle est la sanction qui pratique, dans le sens où comment en pratique appliquer ces très bonnes intentions et ces bonnes pratiques à des pays où on a des dirigeants homophobes, si ce n'est, alors je crois qu'il y a déjà notamment en Hongrie et en Pologne, des subventions lieu qui ont été suspendues pour certaines villes et où s'appliquaient les zones sans LGBT. À part ça, est-ce qu'on a d'autres moyens de fait aller au-delà des bonnes pratiques et des bonnes intentions? Si je peux me permettre d'intervenir ici, il faut pas sous-estimer l'importance des bonnes pratiques. Absolument. Vraiment, il faut vraiment pas, parce que notre expérience à nous, c'est que, bon, certes, il y a les compétences dans certains domaines, Madame Ruiz l'a expliqué, certains domaines de légiférer. Donc ça, il y a ce rôle que l'Union européenne peut jouer. Mais notre expérience à nous, c'est que le rôle de l'Union européenne de créer ces espaces d'échange de bonnes pratiques qui, quand utilisés à bon escient et vraiment utilisés de manière intelligente, peuvent jouer énormément dans le nivellement par le haut, à tirer par le haut.
les États. Et nous, c'est ce qu'on observe, enfin, c'est aussi au cœur de notre approche et de notre travail avec la Commission européenne sur des sujets qui sont pas de compétences formelles de la Commission européenne, mais qui sont des sujets d'importance et où il y a un intérêt également d'un nombre grandissant d'États pour apprendre les uns des autres. Et donc, c'est ce qui se passe depuis déjà quelques années en matière des droits des personnes transgenres, qui commence à se passer de plus en plus au niveau des droits et juste de nommer et d'apprendre à connaître les questions intersexes. C'est également ce qui se passe dans des champs de compétences qui sont hors Union européenne formels, mais qui sont notamment très, très importants comme l'éducation. Et donc, c'est vraiment un rôle de l'Union européenne qui n'est pas que de la com. C'est vraiment quand utiliser... Ah non, loin de là, oui. C'est extrêmement important. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que il faut également pas commettre l'erreur de penser que la Pologne est uniforme ou que la Hongrie est uniforme. Bien sûr. Enfin, Bien sûr. Et donc, l'autre rôle et l'autre important rôle que l'Union européenne et la Commission peut jouer, c'est qu'on travaille énormément en Pologne depuis des années. On sait qu'il y a énormément de gens au sein de plusieurs ministères, plusieurs fonctionnaires polonais, plusieurs personnes qui travaillent dans le service public qui souhaitent essayer de travailler. Et ce que souvent la Commission peut offrir en organisant tel événement, en donnant un cadre à un projet, c'est de donner une légitimité à faire le travail pour ceux qui, au sein de ces gouvernements, souhaitent aller de l'avant. Et donc, oui, effectivement, ça n'a pas le panache d'une grande action visible, mais ce sont les choses qui sont très importantes. Et quand on repense à la société civile, pour les associations avec lesquelles on travaille étroitement en Pologne, de savoir qu'ils ont quelques alliés au sein d'institutions clés, c'est d'une importance cruciale à l'heure actuelle. Donc, et tout ça est souvent encouragé et soutenu et aidé grâce au travail fait dans le cadre de l'Union européenne. Mais il faut penser, ça demande et à nos partenaires des institutions, que ce soit au Parlement européen, que ce soit à la Commission et auprès des représentations. Et il y a la possibilité c'est une question de Madame Cambara qui nous suit, de subventionner justement des associations qui, elles, promeuvent pour le coup les droits des LGBTQI dans certains pays. L'Europe peut faire ça? Oui. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y a des programmes de financement qui... Bien sûr. Là, vous savez qu'on vient d'adopter le nouveau cadre financier pluriannuel pour 2021-2027. Et dans ce cadre-là, il y a le programme Horizon Europe, il y a aussi le programme Justice, Droits des citoyens, il y a Erasmus+, évidemment, par lequel nous finançons énormément d'activités en matière d'éducation auprès des universités, etc. Et tous ces nouveaux programmes qui vont être lancés là financent énormément d'actions de la société civile. Mais je vais revenir sur l'échange des bonnes pratiques et le peer review et c'est pas parce que vous n'avez pas une directive dure, je veux dire la législation comme on a sur le droit des victimes, sur l'égalité homme-femme, etc. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'échange des bonnes pratiques. On a aussi un groupe au Conseil sur cette thématique et où les États membres échangent entre eux sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est 19 États membres, si je dis pas de bêtises, qui ont demandé, 19 États membres qui ont demandé à la Commission d'aller plus loin que ce que nous avions fait en 2015 et de préparer une stratégie. Et cette demande, elle vient après de nombreuses discussions au sein du Conseil de l'Union européenne. 19 sur 27, c'est pas rien, demander à la Commission d'aller beaucoup plus loin, y compris sur des domaines sur lesquels nous n'avons pas, à proprement parler, de compétences. Et pour avoir vu des discussions sur le rapport État de droit, vous savez que pour la première fois, on a publié en septembre dernier un rapport sur l'État de droit.
avec des thématiques sur l'indépendance de la justice, la corruption, les médias, etc. Ensuite, ce rapport a été discuté au Conseil entre les États membres. Et c'est extrêmement intéressant d'assister et de voir quelles sont les discussions entre les 27 sur ces sujets-là. Et je crois que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est peut-être même plus important, en fait. Parce qu'il y a deux approches. Soit vous allez systématiquement devant la Cour de justice, on peut le faire, et on l'a répété plusieurs fois, et on l'a déjà fait, et on le refera probablement. Mais ça a ses limites. Je veux dire, c'est bien plus important de convaincre la population, les dirigeants, d'avoir ces débats entre les États membres eux-mêmes. Et avec la Commission, je crois que c'est bien plus, sur le long terme, je crois que c'est bien plus c'est aussi important de le faire. Voilà. Il faut aller devant la Cour, mais il faut aussi faire énormément de pédagogie. On a énormément de données grâce aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux, d'Eurostat aussi également. Et en utilisant bien toutes ces données, je pense qu'on peut mettre en exergue certaines situations et avancer. Le recours à la Cour de justice, c'est évidemment important, mais ça ne suffit pas. Et ça a ses limites aussi, quelque part, dans le contexte dans lequel on est en ce moment. Vous avez vu qu'on a eu des discussions sur le mécanisme État de droit aussi dans le cadre de la discussion pour le cadre financier pluriannuel et puis pour le plan de relance. On y est parvenu. Alors, c'est pas parfait. On a des discussions, c'est compliqué, mais on avance. Et je crois que c'est probablement une meilleure méthode que d'aller devant la Cour parce qu'une directive a été. Il faut le faire, évidemment, mais ça a ses limites. Et à titre d'exemple, quels sont les moyens, les prérogatives de l'UE sur la lutte contre les discriminations? On pense par exemple à l'école, tout ce qui relève pour le coup de l'éducation, plus que de la sanction. Alors, sur l'éducation, sur la discrimination, on a fait pas mal enfin, je veux dire, on a un programme 2021 programme 2021-2022 qui est assez chargé, je dois dire. Parce que ce qu'on a dit par rapport justement aux propositions sur tout ce qui est aspect de financement, financement des associations, etc. Parmi les principales actions que nous allons proposer là dans les mois qui viennent, il s'agira d'évaluer et de contrôler le respect de la condition liée à l'application de la Charte des droits fondamentaux. Donc, on va faire une proposition relative à un nouveau règlement portant disposition commune sur les financements qu'on alloue. Et évidemment, l'application et le respect de la Charte des droits fondamentaux sera un des éléments pris en compte dans le cadre des financements possibles. On s'est engagé aussi à créer un sous-groupe sur l'égalité des personnes LGBTQI au sein du groupe de haut niveau sur la non-discrimination, l'égalité et la diversité, afin de soutenir et de suivre les progrès réalisés justement par les États membres. En ce qui concerne les plans d'action, c'est pas encore fait. La France l'a fait en octobre, mais tous les États membres n'ont pas encore ces plans d'action nationaux. Et on leur a demandé de les élaborer. Et à travers ce groupe de travail, ça nous permettra de voir les progrès qui sont réalisés. Et pareil, hein, pour la mise en œuvre des programmes qui sont financés par l'Union. Évidemment, la condition sine qua non, ce sera que le principe d'égalité soit respecté, donc la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux, je l'ai dit. On va aussi demander à notre agence sur les droits fondamentaux de continuer à apporter une assistance technique aux États membres et notamment un soutien méthodologique pour les aider à collecter les données. Pour qu'on ait une idée un peu plus précise de ce qui se passe. Et puis, je l'ai dit, on a demandé aussi à chacun d'élaborer des plans nationaux sur l'égalité des personnes LGBT IQ. Donc, la France l'a présenté en octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises, le 14 octobre, je crois.
un plan assez détaillé. Et on a demandé aux 27 de préparer la même chose. Mais sur les discriminations, je retrouve mes notes parce qu'il y a énormément de choses sur l'emploi, notamment sur la santé, qui sont prévues. Tout ce qui est, alors là, on est dans le droit dur, j'ai envie de dire, tout ce qui est protection juridique contre les discriminations. C'est aussi un grand volet avec l'idée de faire un rapport sur la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi. Donc là, on a l'intention de faire un rapport sur l'application de cette directive en 2021. Ça, c'était un des projets qui est prévu dans le cadre dans le programme de travail pour cette année. On a rappelé le Conseil, donc les États membres, puisqu'on avait proposé une directive en 2008 sur l'égalité de traitement, qui étendait la protection juridique contre la discrimination, notamment sur l'orientation sexuelle à des domaines autres que l'emploi et la formation professionnelle. Les États membres n'ont toujours pas, évidemment ça demande l'unanimité, elle n'a pas été adoptée, donc on a redemandé aux États membres de retravailler sur la question et d'adopter cette proposition de la Commission. On a aussi l'intention d'aider les États membres à intensifier leurs échanges de bonnes pratiques sur la protection juridique contre les discriminations. Il y a aussi tout ce qui est inclusion, diversité sur le lieu de travail, où l'idée est aussi d'encourager la gestion de la diversité par des chartes de la diversité. On a actuellement 26 chartes nationales de la diversité qui ont été adoptées par les États membres. C'est un réseau d'environ 12 000 organisations employant près de 16 millions de personnes. Donc, on a l'intention aussi d'étendre ce réseau et de continuer à encourager la création de ces chartes nationales pour pouvoir promouvoir l'égalité. On a l'intention aussi d'utiliser le Fonds social européen. Je ne l'ai pas mentionné dans les fonds disponibles tout à l'heure, en plus d'Erasmus, de Horizon Europe, mais le Fonds social européen pour améliorer la situation socio-économique et notamment de pouvoir recueillir des éléments de preuve quand il y a vraiment des obstacles à la pleine égalité dans le domaine de l'emploi. Et puis, ça nous permettra de retourner voir les États membres en leur demandant peut-être de préciser ce qui se passe au niveau national dans certains cas, au niveau du marché du travail. En 2021, donc cette année aussi, on devrait publier un plan d'action pour l'économie sociale, pour encourager le développement des entreprises sociales et des organisations et proposer l'amélioration de l'inclusion de certains groupes marginalisés. Et puis aussi, il y a énormément d'actions qui sont prévues pour tout ce qui touche les inégalités dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture, du sport. Où on a aussi l'objectif d'inciter les États membres à organiser des formations qui sont destinées aux professionnels de santé, par exemple. Et là, on va utiliser le matériel de formation d'un projet que nous avons financé, Health for LGBTU, qui sera diffusé et proposé aux États membres. Donc là, ça facilite les échanges, les bonnes pratiques également pour lutter contre les problèmes de santé, les problèmes de santé mentale et différents problèmes qui peuvent se poser en matière de santé. Mais pour Erasmus+, aussi mobiliser plus de fonds, le Corps européen de solidarité aussi, pour promouvoir des activités de solidarité qui soient axées sur la lutte contre le racisme et la discrimination. Donc ça, c'est un domaine éducation, santé, culture, sport, où il y a pas mal d'actions prévues, y compris sur le régime d'asile européen, au niveau de la protection internationale. Il y a un fonds asile et immigration et la Commission voudrait renforcer les capacités pour faire respecter les droits des personnes qui demandent l'asile. Donc ça, c'est pour le volet discrimination. Beaucoup de choses dans le programme de travail 2021 et 2022.
Si je peux compléter du point de vue de la société civile, et c'est pour moi l'occasion aussi de vraiment noter que pour nous, la stratégie, vous l'avez noté dès le départ, la stratégie est la première stratégie de ce genre de la Commission et de l'Union européenne. Mais au-delà du caractère un peu historique d'être la première stratégie, c'est à notre point de vue une excellente stratégie. Et pas seulement pour tous les activités qui viennent d'être mentionnées par Madame Ruiz, mais une des raisons premières pour laquelle une organisation comme la mienne, IGA Europe, on travaille on demande cette stratégie depuis près de 10 ans. Et la raison principale pour laquelle on faisait cette demande, c'est qu'il y a ce besoin d'avoir cet engagement politique du plus haut niveau, et cet engagement et ce cadre qui engage l'entièreté de la Commission. Parce que jusqu'à maintenant, beaucoup de bon travail a été fait. Mais c'était du travail qui était essentiellement fait par certaines DG de la Commission, certaines sections, certaines unités, qui dépendaient beaucoup du bon vouloir des commissaires responsables, de certains hauts fonctionnaires, et qui donc nous laissaient assez fragiles. Et là, c'est que pour la première fois, on a un engagement très fort qui vient de la présidente, qui a été porté par une commissaire, la commissaire Elena Dalli, dont on ne doute absolument pas de l'engagement extraordinairement sincère, qui met toute sa bonne volonté, qui sans aucun doute va faire de son mieux pour faire en sorte que cette stratégie ait vraiment un impact. Et surtout qu'elle ait un impact en faisant intervenir les différents secteurs de la Commission. Donc déjà, concrètement, pour donner un exemple et une idée aux participants de comment ça peut se traduire pour une ONG comme la mienne, ça fait que dans les derniers 6 mois, on a eu une beaucoup plus grande facilité à travailler avec des commissaires responsables de d'autres sujets, que ce soit commissaires sur la santé, sur l'emploi, affaires sociales, de les faire intervenir en leur disant « vous avez votre part de responsabilité dans la mise en œuvre de cette stratégie et il faut travailler ». Et donc, ça va au-delà de la responsabilité en matière des droits fondamentaux et de l'égalité au sens strict. Vous avez votre part du travail à faire. Et donc, ça va permettre de travailler… enfin, nous, notre espoir premier, c'est qu'effectivement, dans 4 ans, on pourra mesurer un impact si la Commission est activée comme la stratégie nous donne le pouvoir de le faire, de faire vraiment preuve de mettre à profit tout ce que la Commission européenne peut faire. Parce qu'on a beaucoup parlé effectivement des États membres, mais c'est qu'il y a un gros potentiel à ce que la Commission donne une impulsion très forte pour le plus grand nombre d'États membres possible, et créer justement ce mouvement de masse critique vers le haut plutôt que d'être tiré vers le bas par les quelques États membres qui sont en ce moment dans une position d'opposition. Voilà. Absolument. C'est très vrai ce que vous dites. C'est pour ça que je suis relativement optimiste pour le rapport qu'on fera sur l'application de la stratégie et sa mise en œuvre dans quelques années, parce que c'est porté au plus haut niveau. Et vous l'avez dit, la commissaire est extrêmement active. Et la prise en compte de la question liée à l'égalité avec la task force qui est créée, une task force sur l'égalité qui est créée. L'idée, c'est vraiment de promouvoir l'égalité dans l'ensemble des politiques et des législations qui vont être mises en œuvre là jusqu'à pour le nouveau mandat de la Commission, donc jusqu'en 2025. Et à la fois tout ce qu'on fait à l'intérieur, de le porter à l'extérieur. C'est vraiment le nexus intérieur-extérieur, et promouvoir vraiment la lutte contre la discrimination, la promotion de l'égalité dans l'ensemble des politiques, des législations, des programmes de financement. Et ça, la task force va y veiller de manière absolument, j'ai aucun doute là-dessus, ce sera une des grandes priorités. Et vous l'avez dit, la commissaire est extrêmement active. Je pense qu'on va progresser sous ce mandat, très clairement. Il y a une vraie volonté politique d'avancer sur ces sujets-là, sur l'état de droit en général d'ailleurs. Oui.
Et si je peux rebondir, parce que vous aviez parlé au départ de la question de l'éducation en tant que telle, c'est vrai que c'est un champ de compétences qui est un peu, un peu flou pour l'Union européenne. Madame Ruiz a mentionné certaines actions qui sont dans la stratégie, notamment en fait d'échange de bonnes pratiques en matière de stratégies, tout ce qui est comment combattre le harcèlement à l'école, comment aborder les questions de stéréotypes de genre. Mais une autre approche qui est extrêmement importante dans la commission actuelle, c'est également cette volonté de créer les intersections, en fait, entre, donc, par exemple, il y a énormément de travail qui est fait dans la stratégie sur les droits de l'enfant. Et donc, d'intégrer les questions de discrimination envers les enfants LGBTI et ou enfants de familles LGBTI, ou les enfants trans, il y a énormément de travail à ce niveau-là, les enfants intersexes. Et donc, ces problématiques sont en train d'être abordées dans le cadre de la stratégie sur les droits de l'enfant. Et donc, plus on insère et on intègre les problématiques dans plusieurs secteurs, plus on a de chances à ce que ça est vraiment prenne du corps et mène à des actions concrètes. Absolument. Je vais juste donner quelques exemples concrets de ce qu'on a fait à l'école grâce au programme Erasmus. On avait financé plusieurs projets en 2019. On avait eu 36 projets dans le cadre du programme Erasmus et on a financé plusieurs choses dans les écoles, notamment des formations de professeurs sur les discriminations. Je peux vous donner quelques-uns des projets. L'inclusion et la participation de communautés LGBT dans tout ce qui est programme éducatif, visiter, faire intervenir des associations dans les écoles. Formation et matériel audiovisuel aussi sur les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme dans les classes ou avec formation des gens qui travaillent avec les jeunes. Tout ce qui est matériel à disposition des universités également. Dialogue entre plusieurs établissements. Voilà quelques-unes des actions qui ont été menées. Ça, c'est vrai, grâce au programme Erasmus. Et vous parliez de l'intersectionnalité. C'est vrai que c'est une des grandes richesses de la stratégie, mais au-delà de la task force qui se met en place sur l'égalité et dans la mise en œuvre de la stratégie, dans les 4 grands piliers de la stratégie. Il y a la stratégie égalité homme-femme, la stratégie droits de l'homme, vous l'avez mentionné, la stratégie pour les droits de l'enfant. Et donc, c'est vraiment un principe transversal qui va être mis en œuvre grâce à l'ensemble des textes assez structurants, je dois dire, qui ont été adoptés récemment ou qui vont l'être cette année. Donc, c'est vraiment un principe transversal de mise en œuvre de la stratégie. Donc, ça va être. Il y avait un exemple, par exemple, les femmes LGBTIQ peuvent être victimes de discrimination en tant que femmes, bien sûr, mais aussi en tant que LGBTIQ. Pareil pour une personne handicapée, par exemple. Donc, de pouvoir travailler sur l'ensemble de ces documents de manière tout à fait transversale va aussi être, je pense, un des grands progrès dans la mise en œuvre de ces 4 piliers. Et alors, pardon, vous allez dire que je fais un peu, mais c'est ma déformation professionnelle, mon avocate, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, forcément, c'est un peu l'aspect sanction, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait des recours, est-ce qu'il est possible de faire des recours. C'est un peu mon boulot, donc moi, j'ai un peu ce prisme-là. Si je prends l'exemple, j'y reviens un peu, parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, mais des zones anti-LGBT, vous dites quoi aux gens qui pourraient en être victimes? Vous leur dites faites un recours national, faites un recours comme on pourrait le faire en France, il y en avait, bien évidemment, il y aurait des recours nationaux et il y en a certainement dans les pays qui pratiquent ces zones-là. Qu'est-ce que vous leur dites en termes de sanctions potentielles de l'UE? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça relève exclusivement la compétence nationale et
les lieux ne se prononcent pas? Est-ce que… voilà. Alors, je vais vous faire plaisir en vous disant que nous avons déposé un recours auprès de la Commission européenne en tant qu'organisation. Bravo. Voilà. Non, effectivement, le travail se fait à plusieurs niveaux. Il y a des échanges de bonnes pratiques, mais il faut aussi il faut aussi engager les leviers juridiques quand ils sont nécessaires. Donc, de notre point de vue, donc effectivement, mon organisation ILGA Europe a enregistré une plainte auprès de la Commission européenne en septembre. C'était une plainte qui a été portée au nom également des associations polonaises, donc qui a été faite conjointement avec plusieurs associations LGBTI en Pologne. Et la base juridique pour nous de ce recours contre les autorités polonaises est effectivement au niveau de la charte des droits fondamentaux, mais également sur la base de la directive emploi. Le raisonnement étant que ces chartes qui ont été adoptées par plusieurs municipalités en Pologne sur la base de en créant ces zones free zones, créent un contexte de discrimination parce qu'ils encouragent et donnent comme consigne aux employeurs, que ce soit des employeurs publics ou privés, de favoriser les gens qui adoptent une vision très, très stricte et traditionnelle de la famille et indirectement également donne comme consigne de discriminer les gens toute personne qui ne s'inscrit pas dans cette lignée. Donc ouais, notre plainte, si je ne me trompe pas, est publique. Donc, on peut voir la réflexion juridique. Donc, c'est en cours. Donc, c'est en cours. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que dans le rapport annuel qu'on publie qui est le rapport annuel qui permet de suivre l'état d'avancement des actions qu'on avait énumérées dans la liste qu'on a adoptée en 2015 pour promouvoir l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTI dans l'UE. Ça nous permet de surveiller un petit peu sur les différentes thématiques ce qui est fait. Et puis, donc c'est un rapport public qui est très utilisé par la société civile. Et puis, il y a la possibilité, évidemment, d'aller devant la Cour de justice de l'UE. Je l'ai mentionné, hein, il y a la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi qui oblige tous les pays de l'Union à fournir une protection juridique contre la discrimination et le harcèlement. Il y a la directive sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes qui protège les personnes transgenres contre les discriminations dans leur vie professionnelle. Il y a la directive sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale qui protège les personnes transgenres contre les discriminations en matière de sécurité sociale. Il y a aussi la directive sur les droits des victimes qui établit un ensemble de droits contraignants pour les victimes ainsi que des obligations précises pour les États membres et qui garantit sa mise en œuvre. Et puis, on a également la directive sur la libre circulation des citoyens de l'UE qui étend le droit à la libre circulation sous certaines conditions aux membres de la famille des citoyens de l'Union, leurs conjoints et leurs enfants, quelle que soit leur nationalité. Et évidemment, ces directives, il faut passer devant le juge national tout d'abord, mais il y a souvent des consultations avec la Cour de justice sur l'application et vous pouvez tout à fait saisir la Cour si cette directive est mal transposée ou mal mise en œuvre, mal appliquée. Et quant aux communes, ce qui s'est passé cet été dans un de nos États membres, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'il y avait une utilisation des fonds qui ne respectait pas le traité, ni la charte, qui ont la même valeur juridique, on a coupé tout simplement les financements. Et ça, c'est pas neutre non plus. Donc, je pense que c'est et je pense que c'est on n'hésitera plus
à être extrêmement rigoureux sur la mise en œuvre de, 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 euh, la mise en œuvre très concrète des valeurs du traité. Je vais quand même rappeler l'article 2 parce que c'est un des plus beaux articles du traité. Il y en a beaucoup, hein, mais l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et cet article 2, il faut qu'il soit mis en œuvre très, très, très concrètement. Et de la même manière pour la Charte des droits fondamentaux, dont on vient de fêter le 20e anniversaire. Donc, je crois que ce qu'on a vu en Pologne et sur l'utilisation des fonds européens, on sera extrêmement vigilant désormais. Peut-être plus que par le passé, mais extrêmement vigilant. Et est-ce que, pardon, vous vouliez continuer? Non, j'allais simplement dire qu'on observe depuis cet été cette question de la conditionnalité du financement, de l'utilisation du financement Absolument. en suivant les respects. On voit le sérieux que cette conversation prend, vraiment. Et ça se traduit dans plusieurs programmes de financement. On voit que c'est vraiment pris au sérieux et que ce sera utilisé dans les prochains temps pour assurer que les États respectent et au moins que l'Union ne finance pas du travail ou des actions qui vont à l'encontre des valeurs de l'Union européenne. Et alors, pour poursuivre votre propos, est-ce qu'il serait pas cohérent qu'à un moment donné, l'Union européenne se dise on a un traité effectivement qui va dans le sens d'une promotion de la paix et de certaines valeurs, qui va dans le sens d'un combat contre les discriminations? Est-ce que la cohérence n'imposerait pas qu'elle cesse tout marché avec certains partenaires internationaux, de la l'UE, j'entends, qui, eux, ne respecteraient pas de façon manifeste ces droits-là et seraient très discriminants avec leur population? Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. On a des traités, on fait du commerce avec beaucoup de partenaires et c'est une nécessité de le faire. Cela dit, ce n'est pas pour cela qu'on ne parle pas des droits de l'homme. Pas du tout, puisque nous avons des dialogues dédiés sur les droits de l'homme avec bon nombre de nos partenaires, y compris avec Cuba, avec la Chine. Donc, ces discussions-là, nous les avons. Nous avons aussi nos délégations dans les pays tiers, le service européen pour l'action extérieure, qui peut mener énormément de démarches. Nous avons des dialogues politiques avec tout un nombre de pays où ces aspects ne sont pas du tout sont tout à fait discutés. On vient de re-signer l'accord de Cotonou avec les pays d'Asie, du Pacifique et des Caraïbes. Vous avez énormément de chapitres sur les droits de l'homme, le respect des droits fondamentaux, etc. Donc, ces dialogues politiques existent. Et encore une fois, il y a beaucoup de démarches qui sont faites, elles ne sont pas forcément toujours publiques, mais l'Union là-dessus n'est pas, oui, a des valeurs. Alors je sais que c'est décrié en ce moment, je pense à l'accord avec la Chine qui vient d'être signé, l'accord sur les investissements, qui protège nos sociétés européennes sur tout un tas de domaines. Mais encore une fois, il y a des dialogues dédiés sur ces questions-là et des démarches politiques qui sont faites. Encore une fois, ce n'est pas toujours public ni médiatisé, mais il y a énormément de choses qui sont faites avec l'ensemble de nos partenaires. On vient de condamner hier la peine de mort pour une femme aux États-Unis. Oui, et je rajouterais évidemment que la question n'est jamais simple, mais je rajoutais du point de vue de la société civile, il faut aussi prendre en compte ce qui serait perdu si
dans les cas où les dialogues n'existent pas entre l'Union européenne et plusieurs pays, où les situations en matière de droits humains, y compris droits LGBTI, sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles, parce qu'il y a énormément de soutien qui est reçu pour les associations, pour les défenseurs des droits humains, du soutien qui, la plupart du temps, ne sera pas public, mais qui est indispensable pour permettre aux gens de continuer leur travail. C'est soit du soutien un peu financier, mais c'est aussi un soutien moral, c'est un soutien indirect en donnant... oui, en facilitant en rassemblant du soutien politique de plusieurs États, de différents pays, etc. Il y a également tout le travail qui est fait par le service extérieur de l'Union européenne par les ambassades, par les délégations plutôt, partout dans le monde, spécifiquement sur les questions LGBTI. Il y a des lignes directrices qui ont été adoptées il y a maintenant près de 10 ans, je crois, Oui, tout à fait. et qui a été une base pour faire, il y a des formations régulières pour les gens en délégation sur comment aider, comment soutenir la société civile, comment aider à promouvoir les droits de manière appropriée dépendant des contextes. Et ce travail se fait, c'est un soutien énorme pour les associations avec lesquelles on est en contact à l'occasion, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc. Donc, il faut penser à ce qui serait perdu si les relations étaient coupées. Absolument. Et les gens qui probablement y perdraient le plus sont les gens qu'on essaie d'aider. Bien sûr. Bien sûr, vous avez deux options, hein. Soit vous dites, bon, on ne parle plus à tel pays, on coupe les relations. La Chine, puisqu'en ce moment c'est la polémique, on ne parle plus aux Chinois. 1,4 milliard de personnes, on ne leur parle plus, on ne fait plus rien. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend de ce genre de comportement? Je ne crois pas que ce soit très efficace. Je crois qu'au contraire, il faut continuer le dialogue. Il ne faut pas mettre ses valeurs dans sa poche, et ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Et la stratégie, d'ailleurs, vous avez vous avez un pilier sur bâtir des sociétés qui incluent les personnes LGBT. Vous avez tout le soutien à la société civile. Mais le 4e pilier, il faut quand même le rappeler, c'est mener le combat pour l'égalité des personnes LGBT dans le monde. Et donc là, évidemment, il est rappelé le rôle de notre service d'action extérieure et des dialogues politiques que l'on peut avoir. Alors, on n'a pas forcément les mêmes dialogues politiques avec les pays qui sont candidats à l'élargissement, par exemple. Je pense aux Balkans, où là, évidemment, il y a un acquis communautaire à respecter. Mais on travaille vraiment étroitement, ce que je faisais dans des précédentes fonctions, avec les agences des Nations Unies, avec le Conseil de l'Europe, avec tout un tas d'entités régionales qui sont actives sur ces sujets-là. Il y a aussi c'est le plan d'action, je cherchais tout à l'heure, le plan d'action 2024 en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, qui renouvelle l'engagement de l'UE sur ces thématiques-là. Et où on redit, et ce qu'on fait au quotidien avec le service d'action extérieure, vraiment d'agir dans les enceintes internationales pour défendre l'égalité de traitement. Par exemple, vous avez toujours le 17 mai, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, vous avez toujours la déclaration du haut représentant. Là, en l'occurrence, c'était Josep Borrell le 17 mai dernier, au nom de l'UE, et qui rappelle que l'UE est fermement résolue à lutter contre l'impunité dans les cas de violation des droits de l'homme, de discrimination et d'abus dont font l'objet les personnes LGBTI de par le monde. Et il mentionnait, mais on était en mai, la stratégie a été adoptée que le 12 novembre, mais il mentionnait justement la stratégie et en disant que l'UE va progresser en matière de promotion et de protection des droits fondamentaux. Et nous allons travailler avec tous nos partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE, en joignant nos forces à celles des organisations internationales,
de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme pour défendre les droits fondamentaux des personnes LGBTI et pour pouvoir l'égalité et le respect de la diversité. Donc ça, c'était dans sa déclaration traditionnellement, hein, le 17 mai. Mais c'est un aspect, c'est vraiment un aspect important. Il y a aussi un texte assez structurant qui a été adopté récemment, c'est en novembre ou décembre, aussi décembre, le plan d'action 21-25 de l'UE sur l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomisation des femmes dans les relations extérieures, GAP 3. Et là aussi, ça repose aussi sur le principe de l'intersectionnalité que vous mentionniez tout à l'heure, et pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toute la diversité, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc je crois que et puis évidemment, il y a tout le soutien aux objectifs de développement durable. L'Union est absolument mobilisée sur ces questions au niveau international, à travers nos ambassades et à travers l'ensemble des dialogues politiques qu'on peut avoir, y compris sur des dialogues dédiés droits de l'homme. Et la stratégie va être extrêmement utilisée à l'international, c'est évident. Oui. Et ça risque de renforcer également la capacité de l'Union d'avoir une position ferme à l'extérieur, dans sa politique étrangère, je crois, parce une des limites qu'on entendait beaucoup, c'est notamment de la part de pays comme la Russie, etc., c'était on ne prendra pas de leçons de l'Union alors que certaines politiques certains États de l'Union européenne ont les mêmes politiques que les nous. Donc, qui êtes-vous pour nous donner des leçons? Donc, je crois que l'Union européenne se donne encore plus d'outils d'être ferme et crédible à l'international en ayant adopté et en s'engageant de cette manière au sein de ses propres frontières. Ouais, je crois qu'il faut pas donner de leçons. On n'est pas là pour donner des leçons, mais on est juste là pour ouais, tout à fait. Mais vraiment pour défendre nos valeurs, hein, tout simplement. Défendre nos valeurs, nos principes, dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mais même quand il y a des choses qui ne sont pas acceptables, et malheureusement il y en a beaucoup, on n'est pas dans une période extrêmement positive à tout point de vue. La diplomatie, c'est vraiment d'aller discuter avec l'ensemble de vos partenaires, même avec ceux avec lesquels vous n'êtes d'accord sur rien. Parce que le jour où vous arrêtez ces dialogues, effectivement, c'est les premiers bénéficiaires. On n'aura plus le contact. Donc, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode, effectivement. Il faut continuer à défendre nos valeurs, à les promouvoir et à financer des tas d'actions de la société civile qui font avancer des situations de manière très concrète. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. J'avance un peu parce qu'on va passer aux questions du public parce qu'il est déjà 19h30, mais j'ai une dernière petite question extrêmement pratique. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tôt en termes d'uniformité des différentes sociétés civiles où qu'elles soient, pour avoir peut-être une directive qui dirait maintenant, dans chaque pays européen, on aura le sexe féminin, le sexe masculin et le sexe neutre? Est-ce que c'est encore trop tôt pour ça? Vous voyez, quand je vois la proposition de directive qu'on avait fait en 2008 et qui est toujours pas pour étendre la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, et que c'est toujours pas adopté, bon, il y a encore du travail à faire. Devrait être adopté, une chose pareille devrait être adoptée à l'unanimité. Donc, appliquons le plus possible la stratégie, mettons-la en œuvre, travaillons vraiment sur l'ensemble des politiques grâce aux différents documents qui ont été adoptés récemment et qui vont l'être encore cette année en 2022. Faisons de la pédagogie, discutons. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avancer et d'avoir vraiment des progrès à la fin du mandat de cette commission. Et je fais aussi vraiment confiance à notre commissaire là-dessus. Alors, je vais passer aux questions du public parce qu'il y en a pas mal. Première question toute simple. On aimerait savoir, en pratique, que vous puissiez décrire vos travaux respectifs et les rôles que vos organismes jouent dans la lutte pour les droits LGBTIQ+. Oui,
je commence peut-être donc de manière résumée le travail de notre association. Donc, vous l'aviez mentionné, je crois que c'est Lola a mentionné au départ. Donc, on est une association qui regroupe 600 organisations. On travaille hors Union européenne, on travaille jusqu'en Asie centrale, en fait. Concrètement, notre travail à 2 grands volets. Le premier champ, c'est effectivement un travail de plaidoyer, de travail auprès des institutions européennes à Bruxelles, mais également du Conseil de l'Europe. On travaille étroitement avec le Conseil de l'Europe. Donc, c'est du travail quotidien avec les membres du Parlement européen, avec les responsables au niveau de la Commission européenne. C'est du travail. Donc, dans les dernières années, on a évidemment travaillé étroitement sur ce qui devrait aller dans la stratégie, notamment. C'est maintenant, on va travailler dans la mise en œuvre, donc avec différentes parties de la Commission. Le travail avec le Parlement européen se fait à un autre niveau. C'est souvent beaucoup plus utilisé pour alerter et également pour mettre des problématiques à l'agenda de l'Union. Donc, les députés européens sont de grands partenaires à ce niveau-là. Mais l'autre grand volet de mon association, c'est également de travailler à renforcer les capacités des associations LGBTI partout dans la région. Donc, il y a un gros travail qu'on fait de renforcement de leurs capacités, que ce soit à travers des petits financements, mais beaucoup d'échanges de pratiques et de mise en lien entre les associations, également du travail très spécifique dans certains domaines. Pour donner quelques exemples concrets, actuellement, on a beaucoup de programmes pour soutenir les associations à développer des campagnes de sensibilisation, de développer leurs outils de communication, mais également beaucoup de travail au niveau de la sécurité, de renforcer la sécurité de leurs organisations, de répondre à des contextes sécuritaires qui sont de plus en plus complexes. Et c'est du travail qu'on fait tant avec des associations hors Union européenne que dans certains pays de l'Union européenne. Alors, de mon côté, la représentation de la Commission européenne à Paris, c'est l'ambassade, si vous voulez, pour simplifier, l'ambassade de la Commission européenne à Paris. On a des bureaux dans chaque État membre. Dans les grands États membres, on a 2 bureaux. Donc, en France, on a un bureau à Marseille et la représentation à Paris. On a aussi 2 bureaux en Espagne, en Italie, en Pologne. Et c'est à la fois la relation directe avec les autorités politiques en France, mais aussi les associations, la société civile, le Parlement. Alors, ça peut être sur l'ensemble des politiques de l'Union, hein, ça peut être sur sa politique commerciale, sur l'éducation, sur l'environnement, évidemment. En ce moment, vous imaginez bien qu'on travaille extrêmement intensément sur le plan de relance, hein, puisque vu la situation sanitaire, ça a été extrêmement et c'est toujours un des gros dossiers sur lesquels nous travaillons activement. On travaille aussi beaucoup sur le Brexit. Alors maintenant qu'il y a eu l'accord, c'est un peu moins intense, je dirais, mais enfin, il y a encore énormément de choses sur lesquelles travailler, notamment avec les douanes, le secrétaire général pour les affaires européennes. On travaille évidemment sur les vaccins. Puisque la crise sanitaire est ce qu'elle est et que vous savez qu'on a signé 6 contrats pour obtenir 2 milliards de doses de vaccins. Donc on travaille aussi beaucoup là-dessus et voir comment c'est mis en œuvre au niveau de chaque État membre, donc ici en France évidemment. Et puis pour la thématique qui nous intéresse ce soir, on est en relation avec différentes associations et notamment avec le mouvement d'affirmation des jeunes lesbiennes, gays, bi et trans, le MAG, pour la préparation de la conférence mondiale pour les droits et l'inclusion des jeunes LGBTI qui devrait avoir lieu, mais alors on verra si c'est en présentiel ou pas, hein, du 17 au 19 mai
à l'UNESCO avec le Quai d'Orsay et l'Hôtel de Ville de Paris. Donc, on travaille avec toutes ces autorités pour cette conférence. Et puis la veille, le 16 mai, il devrait y avoir le Forum européen pour les droits des personnes LGBTQ. Et donc là, c'est travailler sur le patronage de la Commission européenne pour ces 2 événements qui sont extrêmement importants, mais aussi voir comment on peut les aider à financer, par exemple. Donc, on aura très probablement la commissaire présente pour l'événement. Encore une fois, on ne sait pas si ce sera en ligne à ce stade. Tout dépendra de la situation sanitaire à ce moment-là. Mais voilà, donc la commission travaille vraiment, le bureau à Paris travaille sur l'ensemble des politiques de l'Union. C'est très, très, très varié. La défense, les affaires étrangères. J'ai pas mentionné, mais il y a évidemment tout le paquet, et là, on va rentrer dans les discussions avec le Digital Service Act et le Digital Market Act, extrêmement important aussi, notamment sur tous les aspects numériques, évidemment. Et puis, on prépare, vous n'êtes pas sans ignorer que sans savoir que la France va avoir la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier trimestre 2022. Et donc, ça va être une présidence extrêmement active, hein, comme l'a déjà indiqué le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Et donc, on va travailler étroitement avec le gouvernement à ce moment-là en particulier. Voilà, c'est très divers. Sur l'ensemble des politiques. Donc, vous pouvez imaginer l'agriculture, l'environnement. Il vient d'avoir la journée mondiale sur la biodiversité, le One Summit Planet, là, lundi. Bon, je pourrais vous citer, on travaille sur 14 sujets par jour, mais c'est passionnant. C'est absolument passionnant. Alors, question suivante à laquelle je vais peut-être pouvoir répondre pour le coup. Je suis allemand, je suis transgenre, donc j'étais obligée de changer mon nom et mon état civil en 2018. La procédure était vraiment horrible et assez chère, et même traumatisante à cause des questions inappropriées du tribunal. Est-ce que la procédure est aussi traumatisante en France? Alors, pour le changement de nom, alors je pense que vous parlez du prénom plutôt, ce qui serait plus logique. Changement de prénom, non, parce que ça va assez vite, sauf s'il y a des difficultés. Et en général, sur cette problématique-là, ça ne pose pas de difficulté et ça va plutôt rapidement. Sur le changement d'état civil, vous passez par un tribunal, il faut monter un dossier. Et pour parler, je vois de quelles questions vous parlez, on ne pose plus trop ces questions-là, justement, parce qu'on a évolué. Et avant, en gros, pour faire simple, pour changer de sexe sur son état civil, il fallait démontrer avoir suivi des opérations. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Il faut juste monter un dossier. Et si votre dossier est bien monté, normalement, vous n'avez même pas besoin de passer devant le tribunal. Sur dossier, le tribunal va autoriser le changement. En revanche, s'il a un doute pour X raison sur la pertinence du changement, il vous convoquera en audience, mais à part un ou deux tribunaux qui sont un peu réactionnaires, on va dire, en France, ça pose plus vraiment de difficulté, ces procédures-là. Et si vous faites un dossier d'aide juridictionnelle, c'est pas cher. Voilà. Question suivante. J'ai une question. Ça, on l'a posé. Je me permets, Monsieur Gantz, on a plus ou moins posé de questions tout à l'heure de la négociation des accords commerciaux avec les pays tiers. Donc, je vais passer sur celle-là. Est-ce que ILGA finance des assos qui critiquent les politiques de l'Union européenne, par exemple les associations qui critiquent les politiques de fermeture des frontières, qui fragilisent l'accès au droit d'asile et conditionnent la précarisation et la surincarcération des femmes trans sans papier travailleuses du sexe en France? C'est très précis, extrêmement précis. Oui. Et je ne vais pas répondre de manière aussi précise, mais je vais déjà deux précisions. Donc, l'ILGA Europe ne finance pas des associations. C'est vrai qu'on a des petits projets qui nous permettent de donner du financement pour soutenir certaines associations. Donc, mais on n'est pas un bailleur de fonds à proprement dit. Ceci dit, on a la position des associations qui reçoivent de l'argent de Liga Europe en matière d'union, enfin s'ils sont pro-européens ou non, n'est absolument pas n'entre absolument pas en ligne de compte dans
dans notre évaluation des projets qu'on reçoit. Donc, une association qui critique les politiques de l'Union européenne en matière de fermeture des frontières, si cette association nous propose un projet qui correspond, qui répond à l'objectif qu'on recherche et qui propose un bon projet, ne sera absolument pas pénalisée, même si elle critique que l'Union européenne. J'espère que je réponds à la question. Merci. Peut-être d'ailleurs, s'il y en a qui veulent approfondir leur question, ils peuvent prendre la parole par le micro, ce sera peut-être plus simple. Est-ce que, on devait l'aborder, donc c'est très bien cette question, est-ce que la commission prévoit des sanctions contre les centres de guérison gérés par certaines églises ou les répressions tchétchènes? Les centres de répression tchétchènes? Je pense qu'il parlait des centres, les centres de rétention pour homosexuels en Tchétchénie. J'avoue que je ne suis pas familière avec ce dossier, mais j'imagine que notre délégation à Moscou doit l'être, très certainement. Et je ne connais pas le dossier, je ne vais pas vous dire des choses, mais bon, sachez qu'on a des ambassades, des délégations de l'Union européenne partout dans le monde, et que chez certains de nos partenaires, énormément de démarches sont faites, de démarches politiques sont faites relatives à la protection des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Donc là, je ne connais pas le cas en l'espèce, mais voilà, nos délégations sont extrêmement actives dans beaucoup d'États tiers sur ces sujets-là. Oui, ce que je peux confirmer. Et je peux rajouter parce que étant donné que Madame Ruiz, vous avez à garder l'ensemble, l'entièreté de ce qui se passe dans l'Union européenne, on peut présumer que vous n'êtes pas au courant de tout, absolument, ce serait humainement impossible. Mais donc, en l'occurrence, récemment, le Conseil européen semble avoir pris en considération et délibéré la possibilité d'utiliser des sanctions de manière plus large à l'égard des hauts dirigeants tchétchènes, en prenant compte l'entièreté des violations des droits humains qui sont régulièrement observées dans cette région. Donc c'est du côté des dans le cadre de la politique des sanctions que nous appliquons de manière assez ferme, en effet. Voilà. Mais ça a été discuté spécifiquement en matière de la Tchétchénie tout récemment. Donc, ce n'est pas la Commission, mais c'est les États membres qui sont effectivement en train de prendre au sérieux parce que ce qui s'est passé en Tchétchénie dans les dernières années, l'impunité demeure sur ce qui se passe. Une question pour moi, dans le contexte dans lequel je travaille, quel dossier était le plus marquant? Alors, je pense que ça s'applique principalement au dossier de Stop Homophobie. Il y a encore, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malgré un pays qui est plutôt bien portant en termes de législation sur la discrimination et sur l'égalité des droits, on a encore un pays où il y a énormément d'agressions homophobes, de fait, et j'en traite pas mal, qui sont assez sales, et qu'on a encore, mais en fait, ce que je veux dire, c'est un marronnier, et c'est la même chose qu'on peut retrouver dans l'égalité homme-femme. C'est que quand vous avez déposé plainte et que vous êtes une femme au commissariat, quand vous avez déposé plainte et que vous êtes gay au commissariat, c'est pas toujours simple, et vous pouvez avoir envie de retourner les talons et rentrer chez vous et ne jamais déposer plainte. Donc, on a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, sur les agressions et qui sont plutôt en augmentation en ce moment d'ailleurs. Donc, encore une fois, il y a la législation du pays et puis il y a la pratique de la société civile où on a encore des progrès à faire. Voilà. Je voulais vous dire une chose sur ce sujet-là parce que dans le cadre de la stratégie, le deuxième pilier, c'est garantir la sécurité des personnes. Et il y a tout un volet mais qui est extrêmement important et qui va être très développé sur le signalement des crimes de haine et les échanges de bonnes pratiques là aussi. Mais l'idée, c'est de travailler avec une de nos agences. CEPOL, c'est l'agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs.
Et donc de travailler avec CEPOL et avec le Conseil de l'Europe, les États membres, la société civile, au sein d'un nouveau groupe de travail qui va être consacré à la formation aux crimes de haine et au renforcement des capacités des services répressifs. Et donc la Commission va soutenir des formations visant à aider le personnel de ces services à détecter et à enregistrer les préjugés phobiques envers les personnes et à augmenter le nombre de signalements d'infractions dont ces personnes sont victimes. Et je crois que ça va être un volet qui est assez important et qui doit effectivement être développé au vu effectivement de l'augmentation des agressions qu'on voit. Et effectivement, il faut aller porter plainte. Il faut avoir le courage de le faire et dans des bonnes conditions. Et là aussi, il y a encore certaines améliorations à apporter dans certains États membres. Donc, c'est un des volets. Juste Mais pour qui, pour le coup, préciser cet relève aspect. de la formation des policiers, hein, parce qu'encore une fois, on Oui, retrouve oui, cette tout à fait. problématique sur les violences Tout contre à les fait. femmes. Je la vois un peu Tout tous à les fait. jours, on a encore du boulot. Et je signale juste qu'on a créé, Ouais, il y a encore il du y a travail. un an ou deux maintenant, à Paris, un référent en gros, un référent agression homophobe à Paris qui fait remonter tous les dossiers et qui est un bon interlocuteur pour nous, avocats, quand on a besoin. Ça permet de pouvoir déposer plainte de façon un peu plus sereine sans qu'on se fasse traiter de tous les noms par certains policiers. Alors, quand on observe les négociations qui ont été menées avec la Pologne et Hongrie pour débloquer leur veto au budget de l'UE, est-ce qu'on ne peut pas craindre que les valeurs fondamentales de l'UE fassent l'objet de concessions et ne deviennent des monnaies d'échange? Non, je crois qu'on a beaucoup vu ça dans la presse, mais finalement, ça a été adopté. Oui. Finalement, ça a été adopté et ça sera mis en œuvre. Oui. C'est important de le dire, ce sera mis en œuvre. Et encore une fois, la Commission n'est pas seule dans cette ambition, je dirais. Quand je dis que la stratégie, elle a été adoptée aussi grâce à l'intervention de 19 États membres qui voyaient ce qu'on faisait depuis 2009, 2015 avec l'adoption des grands principes. Ce qui est très amusant finalement de voir dans cette négociation qui a été difficile sur le budget et sur le plan de relance. Mais vous aviez par exemple les Pays-Bas qui disaient que ça n'allait pas du tout assez loin. Alors la Hongrie n'en voulait pas, les Polonais et les Hongrois n'en voulaient pas, mais vous aviez un certain nombre d'États membres et les Pays-Bas en pointe en disant mais non, ça ne va pas assez loin. Ça ne va pas assez loin ce mécanisme. Donc, encore une fois, moi j'ai confiance en nous, j'ai confiance en nos États membres, en tout cas en la majorité d'entre eux, et je crois que ce sera appliqué. Oui. Ce sera appliqué et on va beaucoup avancer sur ces questions. Et je crois que le mandat de la Commission là-dessus sera vraiment. Je crois qu'on va faire des grands progrès sur cette thématique de l'état de droit. On a fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant. Le rapport état de droit adopté en septembre dernier, discuté au sein du Conseil avec tous les États membres. C'est du jamais vu. Le mécanisme qu'on a adopté sur l'utilisation des fonds européens avec cette conditionnalité, c'est du jamais vu. Non, c'est vrai qu'on peut voir la bouteille à moitié pleine, ou à moitié vide. Mais on a fait des choses tout à fait inédites. Oui. Il y a une ambition vraiment une ambition de mettre en œuvre, d'appliquer. Je crois que il faut être optimiste. Non, et je partage votre point de vue parce que je crois que, enfin, mon interprétation, c'est une chose qui se passe, c'est qu'il y a eu un moment, je dirais il y a quelques années, il y avait une grande complaisance qui s'était installée en Europe, dans plusieurs pays. Pas que sur les questions LGBTI, mais sur plusieurs problématiques des droits de l'homme et de la démocratie, en se disant mais on a fait de telles avancées, il faut faire confiance, c'est là. Et je crois que ce qui s'est produit ces dernières années, c'était le retour de situation, et les extrêmes provoquent, je pense, une prise de conscience de l'importance de prendre position, de défendre les valeurs auxquelles on croit. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé pour nous d'avoir la présidente von der Leyen faire le discours qu'elle a fait devant le Parlement européen. C'était la première fois qu'on entendait une présidente de la Commission
avoir des paroles aussi fortes pour défendre les questions LGBTI, mais pas que, d'autres sujets. C'est également ce qui se passe, je pense, il y a cette remobilisation des États membres pour qui l'État de droit, la démocratie, les libertés fondamentales, les droits humains sont fondamentaux. Donc, il y a cette remobilisation et cette volonté de vraiment se battre. Et donc Absolument, moi j'ai absolument. espoir de dire Plus que jamais, je dirais. ouais, voilà, plus que jamais. Oui, plus que jamais, parce qu'on se rend compte que c'est fragile. Voilà. Le fabuleux projet politique dans lequel et je veux dire, le continent européen est quand même le continent le plus génial. Je veux dire, c'est là qu'on a envie de vivre, parce qu'il y a une attention aux questions sociales, aux questions environnementales, aux questions de discrimination. Enfin, je veux dire, mais tout ça est extrêmement fragile et on l'a vu et on le voit, et pas seulement en Europe, malheureusement, avec ce qu'on a vu la semaine dernière chez nos partenaires, mais tout ça est très fragile. Et donc, je crois que plus que jamais, il faut se battre pour nos valeurs, nos principes. Et en ça, c'est fabuleux de travailler pour l'Union européenne. C'est absolument fabuleux. Et alors justement, peut-être On a beaucoup de chance. pour clôturer, rapidement, il y a une question à laquelle je suis désolée, monsieur ou madame Franck, je ne comprends rien. Et je pense que ce n'est pas une vraie question. Je pense que c'est une prise de position que peut-être nos intervenantes peuvent lire en tant que je parle, mais je ne comprends pas bien. Sur la DUDH et l'Union européenne, et c'est très compliqué. Donc, je vais switcher directement à la question suivante et y répondre très, très rapidement parce que ça ne relève pas trop de la question d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une formation, une prise en charge, une formation des membres de police s'agissant des enjeux LGBTIQ+. Oui et non. En fait, on essaie de faire des travaux de formation, mais déjà, on essaie de le faire notamment sur la question des violences faites aux femmes, et il y a encore beaucoup de boulot. Et puis, on est face, mais ça va comme ça va switcher sur ma question de fin, certes, on veut faire plus de formation, mais en même temps, on est sur une politique nationale qui va tendre de plus en plus d'un point de vue législatif et d'un point de vue exécutif vers un plus sécuritaire, donc vers un plus d'embauche et plus rapidement, donc avec une formation plus rapide. Donc je crois qu'on a deux enjeux qui s'opposent un peu. D'un côté, dire on va plus former les policiers, et de fait, il faut le faire parce qu'il y a vraiment... on a des types formidables, hein. Moi je travaille avec eux, donc il ne faut pas non plus dire que tout est acheté, loin de là. Il y a des gens qui font un travail formidable, mais typiquement le travail que vous allez pouvoir retrouver, c'est chez des gens qui travaillent par exemple à la brigade de protection des mineurs, qui sont formés rien que pour ça. On ne pourra pas le retrouver dans tous les gendarmeries de France ou dans tous les commissariats de France. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus, mais en même temps, on est dans un tout sécuritaire qui veut qu'on a besoin de plus de policiers très vite et qu'on veut amener plus de policiers très vite. Donc, je ne suis pas persuadée que ces deux enjeux soient complètement compatibles. Mais justement, pour rebondir là-dessus et pour terminer peut-être avec nos intervenantes, que je remercie parce que c'est très complet et très, très bien. Et je pense que vous avez toutes les deux la maîtrise d'un certain nombre de sujets de façon assez exponentielle, et bravo. Je voulais savoir si justement à l'Aune, vous en parlez tout de suite de cette polarisation des opinions, que ce soit sur des communautarismes qui vont se retrouver un petit peu partout, que ce soit d'un point de vue de l'identité de chacun, de l'orientation de chacun, des opinions de chacun. Est-ce que cette polarisation qui fait que de fait aujourd'hui soit on a raison, soit on a tort, et on a du mal à laisser la marge, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Ruiz, à la discussion, et qu'il faut aussi parfois discuter de fait avec des gens avec qui vous n'êtes pas du tout d'accord pour pouvoir avancer. Surtout avec ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ah bah vous plaidez quelqu'un qui est déjà convaincu. Vous êtes avocate, c'est normal. Ouais, c'est ça. Je suis un peu l'avocat du diable. Est-ce que voilà, cette polarisation-là est compatible avec des avancées, des discussions, sachant qu'effectivement, je crois qu'on est sur une dynamique, comme vous le disiez, qui est extrêmement positive en termes d'avancées, qu'on va plutôt quand même, a priori, j'espère, dans le bon sens. Je touche du bois. Ouais, je vais juste conclure en disant que oui, je crois qu'on a notre collègue mentionnait tout à l'heure le discours sur l'état de l'Union par la présidente von der Leyen en septembre dernier. Elle a dit des choses aussi très fortes. Je pense que plus que jamais, on a besoin de réaffirmer nos principes, nos valeurs. J'ai cité l'article 2 tout à l'heure nommément parce que c'est un article important, qu'il faut bien l'avoir en tête quand on est un État membre de l'Union européenne. Et je crois qu'il faut être tout à fait ferme sur ce qui est notre ADN,
Absolument, et ne rien lâcher du tout. Mais pour autant, il faut, je le répète, parler à tous et certainement peut-être beaucoup plus à ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord sur tout un nombre de politiques, parce qu'il faut pouvoir se parler pour améliorer une situation. Et je crois que c'est ce qu'on fait avec la diplomatie européenne, avec la Commission, avec l'action que peut avoir le service européen pour l'action extérieure. Et il est hors de question de bannir. Je crois qu'il faut. On progresse en faisant de la pédagogie, en expliquant pourquoi on n'a pas les mêmes histoires, mais il faut qu'on avance. Avec les Russes, avec les Chinois, avec les Américains, avec la terre entière, avec le Brésil. Et tous les dialogues politiques qu'on peut avoir sont tous très utiles, tous. Parce que, encore une fois, on n'est pas d'accord, mais on passe des idées, on soutient de la société civile, on a des relations avec eux. Et je crois que c'est extrêmement important de continuer à faire ça et d'amplifier même notre démarche, plus que jamais. Oui, enfin, la raison fondamentale pour laquelle je fais ce travail, c'est que je crois que il y a de grandes inégalités, de grandes injustices demeurent dans notre monde, mais que les progrès qui sont faits pour les gens qui, pour l'instant, sont marginalisés, discriminés, sont des progrès qui font le bénéfice de tous. Donc, c'est vrai, je crois, pour le travail, pour les avancées qui sont faites en matière LGBTI, mais c'est tout aussi vrai pour les collègues qui travaillent dans les associations pour les droits des personnes avec un handicap. C'est tout aussi vrai pour les gens qui travaillent contre le racisme, etc. Et donc, pour moi, fondamentalement, le travail que nous faisons tous s'inscrit dans l'opposé de la polarisation, parce que c'est un travail qui vise à bénéficier à une société qui donne sa juste place à tout le monde. Le problème, c'est que je crois qu'on est trop souvent dans cette dynamique où justement c'est perçu comme prendre la place de quelqu'un d'autre ou enlever des droits à d'autres. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce qu'on dit toutes, c'est qu'il faut particulièrement parler à ceux qui perçoivent le risque, qui ont peur de ce qui va être avancé. Donc, mais c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, évidemment, surtout quand on part des communautés, des gens qui sont eux-mêmes marginalisés et heurtés et qui ont un vécu qui a souvent énormément de souffrance, parce que c'est particulièrement difficile quand on part de cette position d'aller vers ceux qui sont source de violence, en fait. Et donc, je pense que ça, c'est la grande difficulté en ce moment, c'est de créer ces ponts et ces façons de se parler. Et c'est là, effectivement, où là, pour conclure sur l'Union européenne, c'est là où je crois que les institutions publiques ont un rôle énorme, parce qu'ils peuvent porter et créer ces espaces et enlever la responsabilité, pas enlever, mais partager la responsabilité d'apporter cette conversation et de mener ce dialogue. Et qu'est-ce que J'aime vous bien votre diriez image de créer des ponts. J'aime beaucoup. C'est ce qu'il y a sur nos billets en euros, mais il y a beaucoup de ponts et de viaducs, mais j'aime beaucoup ça. Et qu'est-ce que vous voudriez pour terminer un peu sur notre espoir? Alors, je suis désolée pour les deux derniers, mais on n'a plus trop le temps, donc je vais synthétiser vos deux questions en même temps. Que diriez-vous pour peut-être les étudiants d'associations LGBT en Turquie, ou encore les personnes qui se revendiquent LGBTQI en Hongrie? Est-ce qu'ils doivent quitter leur pays? Est-ce qu'ils doivent avoir espoir dans l'Union européenne? Je suis désolée pour les concernés, je synthétise vos questions, on n'a plus trop le temps. Est-ce qu'ils ont encore un peu d'espoir? Qu'est-ce qu'ils doivent penser l'Union européenne? Est-ce qu'ils doivent changer de pays? Est-ce qu'ils peuvent avoir de l'espoir? Oui, bien sûr qu'ils gardent espoir. Bien sûr, il faut se battre, parce que si on quitte le pays, bon, c'est facile de dire ça depuis Paris, mais oui, bien sûr qu'il faut se battre. Et oui, il faut avoir confiance dans l'Union européenne. Ça, je ne comptez pas sur moi pour vous dire le contraire. Oui, il faut se battre, et il faut avoir confiance. Et il faut croire
enfin, ce qu'on peut offrir, nous, c'est la solidarité qui se passe à plusieurs niveaux, la solidarité qui se passe au sein de la société civile. Notre association est extrêmement riche et je crois que c'est une des plus belles choses au sein d'ILGA Europe, c'est de voir cette solidarité qui existe entre les associations et les activistes d'un pays à un autre et ces élans de solidarité qui sont envoyés quand certains pays sont particulièrement sous pression. Mais la solidarité, pour moi, elle n'est pas que la société civile, c'est la solidarité exactement qui existe entre la société civile et les gouvernements qui sont porteurs de droits de l'homme, qui se défendent. C'est la solidarité avec les institutions européennes, c'est la solidarité également avec un nombre grandissant d'acteurs dans nos sociétés, que ce soit les compagnies privées, des professionnels de la santé, les professeurs. Dans tellement de pays, il y a des professeurs extraordinaires qui portent des projets au quotidien sans avoir l'aval de leur hiérarchie. Donc, je pense que c'est à ça qu'il faut se raccrocher. Et parfois, c'est nécessaire de quitter son pays un peu pour souffler, pour être en mesure de continuer. Mais il y a également des choses extraordinaires qui peuvent se faire au sein des pays. Je le sais, ça pourrait être un sujet d'une autre conférence, mais on le sait pour voir comment les associations russes tiennent le coup et continuent de progresser de manière extraordinaire dans un contexte extrêmement autoritaire depuis plus de 10 ans. Donc, il y a toujours des solutions. Merci pour ces mots. Madame Onfroy, je vous laisse clôturer. Micro. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon. C'est bon, ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation et merci pour ce débat. Donc, si vous voulez continuer à suivre le Master Affaires européennes, on va vous envoyer un email avec les liens vers le site internet et vers la revue Courrier d'Europe pour que vous puissiez continuer à suivre notre actualité. Donc voilà, je voulais vous remercier toutes les trois et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.